Bienvenue à la causerie de ce jeudi. On va parler de long l'âge du renard du Djiragbe, comme on l'appelait affectueusement. Et pour cet exercice, j'ai convié pour vous sur ce plateau Eloge Garaho, qui est le directeur général du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Gilles-Chris, bonjour consoeurs et bonjour à tous. Voilà, Mathias Sossou, directeur général du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour chers confrères et consoeurs. Bienvenue. La nouvelle est tombée hier mercredi comme un coup de massue. On était même encore sur cette émission quand on a eu les premières informations, mais on tenait à les vérifier d'abord avant de les lancer à l'antenne. Et finalement, ça s'est confirmé. Albert Tevoidre n'est plus. Et d'ailleurs, on a dépêché une équipe sur les lieux pour voir un peu l'ambiance qui prévalait chez lui, à sa résidence. On va donc suivre un peu le reportage qui nous a été proposé par Latif Boni dans sa maison. On reviendra pour parler de l'homme. Théophania, la maison de la paix, c'est ici la résidence du frère Melchior. Ce matin du mercredi 6 novembre 2019, le professeur est parti, laissant derrière lui une famille sans parole et les très proches amis encore confus. Il faut dire que c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion que nous avons reçu la triste nouvelle du rappel à Dieu de notre cher papa, le professeur Albert Tevoidre. En cette matinée de ce mercredi noir, Théophania est tout calme. À l'intérieur de cette chambre se trouvent juste les parents, assistés de quelques visiteurs, plusieurs religieux catholiques, des hommes des médias et autres personnalités. Étant en contact avec la famille tout le temps, très tôt ce matin, j'ai été informé que la nouvelle est tombée. J'ai dit, mais comment ça s'est fait? On m'a dit le plus calmement possible. Que personne ne s'y attendait, mais en fait, il y avait quand même les signes annonciateurs. Il était assez fragile ces derniers temps. Il était assez faible. Donc, le médecin a constaté que le professeur n'était plus là. Donc, je connaissais son état de santé. Il y a moins d'une semaine, on m'avait appelé pour me dire qu'il était encore retourné à l'hôpital. Donc, je suis allé le voir. Donc, je connais l'évolution de sa santé. Il était devenu très faible. Je suis encore sous le choc, comme vous le voyez. J'ai eu l'immense grâce d'accompagner son corps jusqu'à la morgue tout à l'heure, de façon très fortuite. C'est quand je me réveillais ce matin, je m'y attendais pas. Le frère Melchior n'est plus. Ici, dans cette bourgade d'Adjara, plusieurs personnes ne le savent pas encore. Tevoidre a rendu l'âme dans une clinique de Djassin. Son enfant et son épouse étaient à son chevet, d'autres proches aussi. S'il était prêt à ce voyage qu'il arrache à notre attachement, notre affection, il aurait bien voulu vivre son 90e anniversaire prévu pour seulement dimanche prochain. Voilà, c'était un reportage de Latif Boni. Constant Yawedou nous a rejoint. Bonjour Constant, bienvenue. Alors, Eloge Gandao, comment avez-vous reçu cette nouvelle? J'ai reçu cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Vous savez que le décès d'un être humain n'est pas un événement qui réjouit. Quel que soit le caractère de la personne, quel que soit ce qu'on lui reproche dans sa vie, quel que soit ce qui vous marque positivement ou négativement dans sa vie, une chose est sûre, le décès d'un être humain est un événement triste et on doit avoir une certaine émotion. Et c'est tout à fait normal et logique que tout le Bénin, toute la population béninoise présente ses condoléances à la famille éplorée et que nous nous disions que c'est un barbare qui s'en est allé. C'est vraiment un grand coup qui nous a frappé, un coup qui a frappé le Bénin et l'Afrique et tout le monde entier. Et vous savez l'histoire de cette personnalité-là, le rôle qu'il a joué au Bénin, n'est-ce pas? Un cadre intellectuel, son histoire politique et tout ce qu'on peut retenir de ce personnage-là. Écoutez, c'est des événements qui nous relancent dans un souvenir lointain
et qui nous font réfléchir sur l'avenir. Donc c'est normal que nous soyons tristes en apprenant cette nouvelle-là et nous saisissons ce canal-là pour présenter à nouveau nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Très bien. Amadou Ampateba disait dans un de ses ouvrages que en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Constant Yawede, avez-vous l'impression que le décès de Tevoa Idré peut être assimilé à cette affirmation d'Ampateba? Absolument. Et je m'associe à M. Ganaro qui m'a dévancé pour présenter non seulement à la famille mais à toute la nation béninoise nos condoléances. Pour revenir sur votre question, pour dire quand vous perdez une bibliothèque, c'est que vous avez perdu beaucoup. Vous avez perdu beaucoup parce que Albert Tevoa Idré plus qu'une bibliothèque pour notre pays. Et je crois que des choses ont été déjà faites de son vivant, mais pas suffisamment. Il va falloir que la bibliothèque puisse être vraiment construite, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui peuvent faire Tevoa Idré. C'est un homme qui a marqué positivement, quoi qu'on dise, parce que même si à un moment donné des gens ne sont pas d'accord avec lui sur certaines questions, ça sert aujourd'hui de référence pour la postérité. Donc je crois que la mort d'Albert Tevoa Idré doit beaucoup nous inspirer. Je voudrais dire que c'est triste qu'on perde une valeur comme ça, mais à 90 ans, il faut aussi reconnaître qu'il ne faut pas le laisser souffrir, parce que le poids de l'âge est là. Et à partir de 80, on commence par dire, bon, c'est pas mal, mais à 90, si on ne sait pas faire, c'est de la souffrance qui commence pour la personne, et il a déjà laissé suffisamment de choses. Donc, au-delà, puisque nous sommes des humains, c'est Dieu qui a son calendrier pour chacun, et le fait de nous l'avoir laissé pendant 90 ans, nous allons remercier le Seigneur et remarquer aussi que nous n'allons pas trop rester tristes, parce que Tevoa Idré a dit: je vais consacrer la fin de ma vie à Dieu. Le frère Melchior et tout ce qu'il a dit, il était en train de passer des messages que nous n'avions pas décodés. Parce qu'il faut reconnaître que dans notre histoire politique, on va revenir sur les détails, mais dans notre histoire politique, quand il y a une situation très compliquée qui commence par inquiéter le peuple béninois, il y a toujours une grande personnalité qui rend l'âme. Et le calme revient. Pour la mission qu'il s'est assignée, je crois que son départ est rentré droit dans cette ligne-là. Je n'en veux pour preuve que le départ du président Romandegbe, du président Paoletti, de Monseigneur Isidore de Souza, c'est toujours dans des situations de crise que de grandes personnalités comme ça s'en vont et la paix revient. Je crois qu'il est mort tel qu'il l'aurait souhaité, et nous allons souhaiter paix à son âme. Mathias Soso, que retenez-vous, de votre position de Albert Tevoa Idré? Albert Tevoa Idré, c'est cet homme que moi j'ai découvert dans les années 90, lors de la conférence nationale où il était désigné rapporteur général de cette assise nationale où les forces vives du pays s'étaient réunies à Aledjo pour quand même décider du sort de notre pays. Et c'était l'homme que nous avions connu parlant toutes les langues possibles pour rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est depuis ce temps-là même que moi j'ai connu le mot polyglotte, où c'est un Béninois qui, de minute en minute, peut devenir italien ou espagnol, allemand, béninois, français, un peu de tout. Donc c'est quelqu'un que moi j'ai connu depuis ce temps
et qui a émerveillé le pays, parce que si on voit tout ce que Tevo Edjere a fait pour ce pays, je crois que c'est quand même le moment de lui rendre un hommage très mérité, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, à n'importe quel pays, même d'avoir la chance d'accueillir ces enfants-là parmi tant d'autres. Donc, Tevo Edjere, pour moi, c'est ce père de famille qui a fini d'accomplir sa mission sur la terre. Et comme les gens disent, il a cassé la pipe ou il a ravalé son acte de naissance. Moi, je dirais simplement qu'il est rentré. Qu'il est rentré parce qu'après 90 ans de vie, et avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, je crois qu'il est temps qu'il rejoigne le Père Céleste. Et c'est ce que nous allons lui souhaiter, que la terre lui soit légère. Et à la famille éplorée, leur présenter les condoléances les plus attristées de la nation. Il est bien vrai, l'homme ne suffit jamais à ses parents. C'est ça. Mais pour le moment, nous pouvons dire que Tevo Edjere a accompli sa mission et il peut rentrer en paix. Eloge Gandaro, que retenez-vous de l'homme? Je retiens beaucoup de choses, puisque nous disons que au plan politique, il y a eu des événements qui nous ont sérieusement marqués. A-t-il vraiment marqué de son empreinte l'histoire de ce pays? Il a marqué l'histoire du Bénin, ça, il faut le dire, il a marqué l'histoire du Bénin. Et vous savez, pour le dire, il faut remonter à l'année 60. En 1960, après l'indépendance du Bénin, vous savez qu'il était très jeune. Très jeune. Bon, ceux dont les noms sont souvent cités, à l'époque, c'est les présidents Romadebe, le président Hubert Manga qui fut d'ailleurs le premier président après l'indépendance du Dahomey, le président Nsuru Miga Piti. Et à l'époque, Albert Tevo Edjere, vous savez, était le secrétaire d'État chargé de l'information au temps du régime du président Manga. Voyez-vous, très jeune. Et ministre à l'époque, ministre de l'information. Et ça, c'est l'histoire. Et on en a parlé très jeune, n'est-ce pas? Et qui était parmi les cadres de l'époque. Les cadres qui ont assuré la gouvernance du Dahomey. Du Dahomey à l'époque, puisqu'on parlait du Dahomey. Et ensuite, les événements, dans la suite de ces événements-là, nous pourrions également parler de ce monsieur-là, n'est-ce pas, qui a été déjà étudiant et marqué beaucoup son passage, son parcours. Et vous savez qu'à l'époque en France, il fut l'un des dirigeants de la Fédération des étudiants d'Afrique noire et cofondateur du mouvement national, du mouvement africain pour la libération nationale. Voyez-vous? Donc déjà très jeune, il avait de grandes ambitions et par ses qualités et par sa vision, n'est-ce pas, il faisait partie de beaucoup d'associations, de mouvements à l'époque où on parlait des étudiants. Vous savez que l'Afrique noire, la négritude, c'était en vogue. Et Albert Tevo Edjere avait joué un grand rôle. Et il a également, par la suite, travaillé dans beaucoup d'universités d'Europe et en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Mais si nous devons, n'est-ce pas, quitter ce registre-là, où il a exercé de grandes fonctions à l'international, il fut, expert en planification de la main-d'œuvre au Bureau international du travail, puis par la suite, directeur général adjoint de la BIT, du BIT, Bureau international du travail. Passé cette étape-là, Tevo Edjere, comme mon confrère Constant Yawede l'a souligné tout à l'heure, a joué un grand rôle. La conférence nationale des forces vives de la nation a été un grand événement qui a marqué l'Afrique et qui a marqué le monde. Tevo Edjere était à l'époque le rapporteur général. Et vous n'oubliez pas le maître mot qui était « Nous avons vaincu la fatalité ». La réussite de cette conférence-là, qui est à l'actif de l'ancien président, nous paix à son âme, Mathieu Kérékou, qui a étonné le monde parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il accepte les résolutions. Certains ont parlé de démission, il a dit « Je ne démissionne pas ». On se disait que ça allait mal tourner, ça allait dégénérer. Mais heureusement, tout cela s'est bien passé. Tevo Edjere a marqué ce passage-là avec
comment dirais-je, ce rapport qu'il a été lu, le rapport général à la fin, et l'expression que nous retenons jusqu'à ce jour-là, et que l'histoire va retenir, nous avons vaincu la fatalité. Donc il a joué ce rôle-là au plan politique, et ça se poursuit. C'est vrai, il a son bon côté, son bon caractère, son côté politique. C'est l'homme, même l'homme politique, l'animal politique. Oui, c'est ça. Il sait donner de bons coups, comme il sait donner de mauvais coups. C'est ça, justement. S'il le veut, n'est-ce pas? Donc ça, il est dans beaucoup de rouages. Oui, il a toutes les facettes possibles. Voilà, on va revenir à ça tout à l'heure. Constant Yaouédéou, est-ce que vous avez l'impression, comme tout le monde d'ailleurs, que c'est la conférence nationale qui a révélé véritablement l'homme? C'est vrai que déjà, après les indépendances, il a été ministre de l'information et de la communication, mais est-ce que c'est la conférence-là qui l'a vraiment propulsé, qui a propulsé sa popularité, si on peut le dire? Oui. On peut le dire parce que c'est une question de génération. Pour ceux qui sont de la génération 60, ils l'ont connu. Mais tous n'étaient plus en activité ou tous n'étaient plus prêts à faire de la politique quand Albert Tévoé a été révélé à la nouvelle génération en 90. Albert Tévoé, il faut savoir qui il est aussi. C'est le séminariste. C'est pour ça que le monsieur, il a de caractère, il a de la fermeté, il sait prendre des décisions au niveau de la rhétorique. Vous savez, c'est une mission des missionnaires, pouvoir convaincre. Vous voyez. Donc, quelqu'un qui a reçu une formation de missionnaire, il a de caractère. Et n'étant plus resté dans cette posture, il a une vie professionnelle bien accomplie. Les confrères l'ont dit tout à l'heure, c'est pas donné à n'importe qui d'être directeur adjoint du Bureau international du travail. Et troisièmement, il a été un homme politique. Donc pour parler de Albert Tévoé, c'est qu'il faut le prendre dans tous ces domaines-là, le domaine spirituel, le domaine professionnel et le domaine politique. Donc c'est pour ça que ceux qui, dans le domaine professionnel et le domaine religieux, l'ont pratiqué, ceux-là le connaissaient. Mais dans le domaine politique, c'est beaucoup plus après à la conférence nationale qu'il a été révélé à la nouvelle génération. Et ce que mon feu père nous a toujours dit, pour confirmer, c'est que la formule de la présentation du compte rendu du Conseil des ministres, c'est pas d'aujourd'hui, c'est Albert Tévoé qui a commencé depuis les années début 1960 ou 61. Oui, et en ce moment, il n'y avait pas les radios comme ça, c'était dans les radios d'Aomé. Et quand on annonce des comptes rendus du Conseil des ministres, mais il s'est fait approprier le compte rendu. C'est ça l'homme aussi. Il s'est affirmé. Compte rendu du Conseil des ministres, le secrétaire d'État à l'information, Albert Tévoé, vous parle. Quand il dit ça, tu es obligé de l'écouter. Parce qu'il dit, je veux te parler. Vous voyez, donc... Il t'accroche. Il t'accroche, oui. Ça, vous voyez un peu le curé sur la table pour faire son homélie. C'est exactement ça, le Tévoé. Donc, ceux de cette époque connaissaient Albert Tévoé comme celui par qui on avait les informations politiques. On avait les grandes décisions du gouvernement. Oui. Mais à partir de la conférence nationale, beaucoup avaient rangé. Vous avez vu l'effort que les Joseph Adjignon Kéké ont fait pour tenir quelque peu avant de disparaître de la scène politique. Donc, on peut dire que c'est deux générations. L'ancienne génération le connaît bien. Et c'est pour ça que lui et Madame Rosine Vieira-Soglo s'entendent très peu, parce qu'elle le connaissait politiquement bien.
depuis l'université, oui, jusqu'à 31 ans où il est rentré dans le gouvernement au début des années 60. C'est ça. Mathias Sossou, à l'international également, l'homme est connu, notamment en Côte d'Ivoire où il a joué un grand rôle dans la crise de 2003-2005. En Côte d'Ivoire, il a représenté le secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan. Oui. Ça fait partie de ces postes de nomination qu'il a connus dans ce pays. Et en tout cas, il faut reconnaître que c'est quand même un ami très proche de Kofi Annan, qui était le secrétaire général de l'ONU dans le temps. Et il avait responsabilisé pour le représenter en Côte d'Ivoire. Bon, en tant que médiateur. En tant que médiateur de la crise. Et chez nous, au milieu de la presse, on l'appelait le frère partout, parce qu'il fait partie de ces cadres-là qui étaient, en tout cas, dans le temps, à l'international, les plus recherchés. Parce que Tevoa Idré, il faut le reconnaître, en dehors de ce qu'il a fait pour nous, pour le pays au Bénin ici, et il n'est pas des moindres à l'international. Ce n'est pas pour rien que au soir de sa vie, on l'a nommé citoyen mondial. Le frère Melchior, ce nom-là qu'il a gardé avant de partir, c'est quelqu'un qui a des talents quand même d'anticipation, de résolution des problèmes. Et c'est ça qui lui vaut sa promotion à l'international. Et parlant de ses talents, vous savez que Tevoa Idré a occupé beaucoup de postes. Bon, ça va revenir après, mais jusqu'à présent, il y a un point que les gens n'ont pas soulevé, qui ne soulèvent pas. Tevoa Idré a été président de la République dans ce pays. Ah bon? Oui, par intérim. Oui, parce qu'en 96, quand il a aidé Kérékou, tout le monde sait comment il s'est mis dans la bataille pour l'amener. Kérékou, sachant qu'il ne pourrait pas avoir la chance d'être président comme lui, en s'absentant de ce pays pendant une période d'une semaine, c'est 7 jours, je crois, dans le temps, il avait nommé par intérim pour gérer les affaires, en attendant qu'il ne revienne au pays. Kérékou lui a donné cette chance-là d'avoir ce titre-là pendant une semaine. Je me rappelle, dans le temps, en tout cas, c'est un confrère, un journal qui avait affiché ça, Kérékou, président de la République pendant 7 jours au Bénin. Tevoa Idré plutôt, président de la République pendant 7 jours. C'était accrochant. Et après, en tout cas, c'est cette image-là que moi, lui ai gardée, parce qu'il a pu quand même accéder à ce poste-là qu'il convoitait si tant, parce que c'est la conférence nationale qui l'a bloqué. S'il ne pouvait être président de la République, quand on a sorti cette idée de 70 ans, et un seul mandat de 45 ans. Vous savez, il convoitait vraiment le poste. Et c'est parce que à leur niveau, au cours de la conférence-là, les cadres venus de l'extérieur s'étaient entendus que celui qui prend la transition ne va plus chercher à être éligible, à être candidat en 91 là. Et ça fait que eux tous, ils se sont rétractés et ils ont laissé le président Soglo prendre la transition. Et à leur grande surprise, ils ont constaté que le président Soglo s'est porté encore candidat pour être président pour les 5 ans à venir. Et c'est surtout ça qui l'a fâché. Et il est resté dans les calculs jusqu'à aller sortir le président Mathieu Kérékou de Filao pour qu'il soit candidat en 95-96 pour que nous assistons à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc c'est un type d'individu. Moi, j'ai retenu de lui ce type-là qui peut souffler le chaud et en même temps le froid. Et quand tu fais mal et qu'il doit te marquer, il te marque en même temps jusqu'à la culotte. Et quand c'est bien, il te le fait jusqu'à ce que toi-même tu sentes que vraiment, tu oublies même les défauts qu'il avait. C'est comme ça il est. Et c'est ce type d'homme quand même qu'il faut pour notre pays. Malgré tout ce que on le connaît comme caractère sévère ou mauvais, il est aussi, tout ce qu'il a fait de bon dépasse même ce qu'il a fait de mal pour les gens. C'est ça. On va revenir tout à l'heure à ce double côté qu'il a. Parce que dans les interventions tout à l'heure, Eloge Ganaho l'a même révélé tout à l'heure, où il a souligné cet aspect-là. On va, en attendant de vous donner la parole, écouter Robert Dossou, qui a côtoyé Albert Tevoa Idré. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble sur le plan politique, au plan national d'ailleurs. On a recueilli son avis suite à son décès et je vous propose de le suivre. Albert Tevoa Idré est un grand militant. Je l'ai connu
une dizaine d'années avant de faire sa connaissance physique. Au lendemain de l'indépendance, il a publié un petit ouvrage intitulé Grand secret d'État mis à nu, où il avait dénoncé le dysfonctionnement de l'État à l'époque. Tévoidier ne laisse personne indifférent. Ou vous aimez ce qu'il dit, ou vous n'aimez pas ce qu'il dit. Que vous les aimez ce qu'il dit, ou que vous n'aimez pas, eh bien vous ne pouvez pas rester indifférent à ce qu'il a dit. Ça vous frappe, ça vous fait réfléchir. C'est dire qu'il s'agit d'une personnalité dont l'intellect ne se repose jamais. Il est parti vers la conférence nationale avec beaucoup de foi, beaucoup de doutes, beaucoup de réserves, beaucoup de prudence. Il avait vu venir cette conférence nationale avec beaucoup d'espérance, mais en même temps beaucoup de doutes. Et il a exprimé dans le rapport général, et il a exprimé, en l'exprimant, il a exprimé ce que tout le monde a pensé, y compris moi. Moi qui étais président du comité national préparatoire, j'avais foi, j'avais confiance en Kérékou, mais j'avais des doutes sur sa résistance au faucon qui le poussait à ne pas aller dans le centre de la conférence nationale. Tévoidier est extraordinaire pour exprimer dans des mots qui lui sont propres et dans un verbe très élevé ce genre de sentiments. Et je crois qu'il a marqué beaucoup de gens. Et puis par la suite, il s'est fait faiseur de roi à plusieurs reprises. Il a eu à se prononcer haut et fort sur tous les événements qui ont marqué la vie politique de notre société. Donc c'est un pas important de notre histoire qui vient de tomber. Il faut le reconnaître, il faut le dire. On peut être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on n'est jamais indifférent à lui. Voilà, propos recueillis par Elie Adjeran. Eloge Ganaho, vous avez suivi Robert Dossou. Tout à l'heure, on parlait de ce double côté de Albert Tévoidier. Il a dit qu'il partait à la conférence nationale avec des doutes, avec de la méfiance. Mais à l'arrivée, c'était lui quand même le rapporteur général qui a dit « Nous avons vaincu la fatalité ». Et au plan politique, disiez-vous, il est capable de donner des coups très violents, mais aussi d'être très doux. Qu'est-ce qui fait ce côté-là de Albert Tévoidier? Oui, mais ce qui fait ce côté-là, vous comprenez un peu que c'est l'homme, l'intellectuel qui ne se repose pas. Il a dit tout à l'heure Robert Dossou, voyez-vous, qui ne se repose pas parce qu'il a beaucoup d'ambition politique, mais c'est quelqu'un qui veut être au devant de la scène, n'est-ce pas, pour jouer, pour être parmi les principaux, ceux qui jouent le premier rôle dans son pays. C'est exactement ça. Tout à l'heure, nous vous avons dit qu'avec l'histoire, il était parmi les tout jeunes qui étaient au niveau du gouvernement, oui, à l'époque, après les indépendances, en 1960. Et comme ils l'ont souligné tout à l'heure, tous les témoins, voyez-vous, pour la conférence nationale, il était allé avec beaucoup d'espoir, mais avec des doutes également. Mais, vous voyez, lorsque ça a marché, lorsque ça a abouti, Tévoidier comptait être parmi, n'est-ce pas, les principaux acteurs, les artisans, qui allaient poursuivre cette œuvre géniale-là, cette œuvre que nous avons tous félicitée à l'époque. Mais malheureusement, vous voyez comment la situation a tourné court. Mathias l'a souligné tout à l'heure, parce qu'en 1980, avec la transition, on espérait que le président Soglo, n'est-ce pas, qui était au devant de la scène, qui était à la tête de ce train-là, ne devrait plus être candidat. Mais les événements ont tourné autrement. Il a été candidat et il a été élu président de la République. Déjà, c'est quelque chose qui a déçu, il faut le dire, Albert Tévoidier. Mais il faut le dire, les premières années, le président Soglo a su gérer. Mais ça a été après une gestion conflictuelle. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Albert Tévoidier, c'est quelqu'un, il vaut mieux l'avoir avec soi. Il vaut mieux qu'il soit avec vous que de l'avoir au dos. Que de l'avoir au dos. Voyez-vous, donc il y a ces griefs-là, ces intrigues politiques-là, qui sont restés jusqu'au moment où, bon, écoutez, lorsque Soglo finissait le premier mandat, il faisait partie de ceux qui sont allés chercher le général Kérékou dans la résidence des Filao. C'est ça. Kérékou qui s'est retiré et qui désormais était devenu un observateur, suivait tout de près pour voir comment les nouveaux venus, ceux qui ont décrié la gestion de l'époque révolutionnaire, de la période révolutionnaire, comment ils vont prendre ce nouveau départ-là et relancer l'économie nationale, relancer le pays.
Donc c'est ça, Tevo Idré, comme on le dit là, c'est son bon côté. Vous voyez tout ce qu'on a dit de bien de lui avec cette conférence nationale. Mais il est revenu à la charge et faisait partie de ces leaders politiques l'ancien qui sont allés chercher le général Kérékou, n'est-ce pas, pour marquer le coup, pour river les clous au président Soglo. Ce qui a été fait, puisque tout à l'heure Mathias parlait du général Kérékou. Voyez-vous, en récompense, lorsque le général Kérékou est arrivé, il a été nommé ministre du plan, chargé de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi. Et dans le même temps, vous savez que Adrien Humbedi, un politicien aussi, un vétéran à l'époque qui était à la conférence nationale, avait aussi des ambitions. Vous voyez tous les partis dont nous parlons aujourd'hui. Ouais. Si nous rentrons dans l'histoire, le PRD, le professeur Albert Tevo dont vous parlez, a créé, il faisait partie de ceux qui ont créé notre cause commune. Notre cause commune. RND d'abord, notre cause commune. Bon, ce qui est plus récent, notre cause commune est plus récent que RND. Oui. Et vous voyez tous les problèmes qu'il y a eu autour, conflit avec Tankwinou. Et finalement, il est allé au Parti national ensemble. Donc, il est toujours dans le jeu politique. Mais avec Ouroumbedi, vous savez qu'il y a eu vraiment cette lutte-là, politique, dans le plateau. Deux frères de la même région, le plateau, mais ne s'entendaient pas. Vous voyez, pendant les meetings, comment ça rivalisait. Parce que lui, il voulait avoir droit de cité, s'imposer, être le maître des lieux, tandis que Ouroumbedi également, Adrien Ouroumbedi voulait la même chose. Et les deux, n'est-ce pas, se sont retrouvés dans le gouvernement de Mathieu Kérékou. Ouroumbedi aussi, qui faisait partie des leaders politiques comme Albert Tevo Idré, qui avait soutenu le président Kérékou, qui a repris, qui est revenu aux affaires après la chute du président Soglo. Et vous voyez comment ces deux-là peuvent cohabiter dans un même gouvernement. Ça n'a pas été une cohabitation facile. Puisque je parlais de bons coups, de mauvais coups, ça a été très difficile pour Ouroumbedi. Parce que Ouroumbedi qui était nommé, n'est-ce pas, à l'époque, Premier ministre, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, porte-parole du gouvernement. Vous voyez, il était comme le super ministre, le patron des ministres. Or, dans le même temps, Mathias rappelait tout à l'heure que le président Kérékou, en son absence, déléguait les pouvoirs au ministre du Plan pour assumer son intérim, même en tant que chef du gouvernement. Alors que Ouroumbedi était Premier ministre. Ça a conduit à la démission de Ouroumbedi. Ces conflits-là, ces litiges-là, ça a conduit à la démission de Ouroumbedi en 1988, je crois. Moi, j'étais à la direction de la promotion de l'action gouvernementale, service de presse de la direction de l'action gouvernementale à l'époque. Nous avons suivi, puisque nous, journalistes au service de presse, nous travaillions dans la revue Exécutif Info pour faire la promotion de l'action gouvernementale. Nous avons vécu l'événement. C'était terrible cette cohabitation-là. Ce qui a obligé, Tevo Idré ne cède pas, il a été dur. Avec ce conflit politique, il a obligé en quelque sorte de manière tacite Ouroumbedi a démissionné avec tous ses ministres, excepté la fameuse démission que personne n'a oubliée. Leader du PRD Nouvelle Génération. C'est ça, oui. Kabarou Fassassi, qui n'est plus aujourd'hui. Donc voilà l'homme, voilà ce que vaut l'homme. Ce n'est qu'une partie de ce que nous avons vécu avec l'histoire. Il est resté là. C'est l'homme aussi des 20 000 emplois. On va revenir à ça tout à l'heure. Qui a fait beaucoup de bruit. Comment peut-il dire cela, qui va créer 20 000 emplois? C'est de l'utopie, c'est de la démagogie. Mais il est l'homme, il demeure ce qu'il est. Il vous marque positivement, mais il vous marque aussi parfois négativement. Constant Yawedeo, cette face double de l'homme, est-ce qu'il l'utilisait positivement? Oui, ce qui est sûr, comme je l'ai dit, au finish, on est obligé d'exploiter ça positivement. Mais dans l'application, au moment où ça se passait, ça ne pouvait vraiment pas être bien vu par tout le monde. Et j'avais commencé par dire que Albert Tevo Idré, c'est l'homme qui sait convaincre. Et il avait, en l'analysant, on sent que c'est le monsieur, tel que ça a été dit tout à l'heure, qui aime être toujours le leader. Il est toujours dans des guerres de leadership. Et je parie que ça doit être ce qui n'a pas marché au séminaire pour qu'il puisse quitter les rangs à un moment donné. Donc, il aime faire les guerres de leadership. Donc, de ce caractère-là, en passant par le séminaire où la formation, c'est convaincre les autres, je crois que cette formation l'a renforcé. Et quand il se retrouve dans les milieux, et j'ai parlé tout à l'heure de Rosine Soglo, que j'ai reçu avec Maureen Akpokou dans une interview,
qui parlait d'Albert Tévois-Edjere, de cette guerre de leadership d'Albert Tévois-Edjere au moment où ils étaient déjà en classe. Donc c'est depuis la classe que la guerre de leadership était entre Rosine et Tévois-Edjere. Oui, et elle l'a dit. Donc en remontant jusqu'à cette jeunesse-là, de sa genèse, on sent que l'homme, c'est son caractère. Il a l'habitude d'être responsable, il aime être responsable. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi que sur le plan professionnel, il s'est affirmé pour se donner le bagage qu'il faut pour pouvoir, et c'est sur le terrain politique que cette guerre aime se mener. Donc voilà le monsieur. Donc quand à un moment donné, après la conférence, il savait qu'il allait sans doute prendre les rênes, parce qu'on le connaît pour ça, et c'était Nicéphore qui était de l'autre côté, avec l'influence de Madame Rosine Vieira-Soglo. On se dit, est-ce que c'est pas à ce niveau-là que Nicéphore a été obligé de prendre la décision de barrer la route à Albert Tévois-Edjere en brisant l'autre contrat et se positionner candidat. Vous voyez. Donc, Albert Tévois-Edjere, c'est l'homme, quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Quand il a promis au président Soglo de lui arracher le pouvoir, il l'a fait. Et tout était parti. Il s'est aussi donné les moyens. C'était les enseignants qu'il avait utilisés. En 1995, c'était les enseignants qu'il avait utilisés. Il avait promis quelque chose que les enseignants réclamaient, les syndicats réclamaient, que le président Soglo, avec ses calculs, disait que c'était presque impossible. Mais Albert Tévois-Edjere, dans sa démonstration, il lui a prouvé que c'est une mauvaise foi que le président Soglo ne voulait pas leur donner ces avantages-là. Avec cette démonstration, on va venir sur 20 000 emplois. Il aime démontrer. Quand il a fini la démonstration, les enseignants se sont dit, notre bonheur, c'est que ce monsieur la patte et que ce monsieur-là, son équipe s'installe. Et c'est ça qui a facilement créé les problèmes à Soglo, malgré tout ce qu'il faisait. Lui-même n'a pas compris comment est-ce que les résultats ont donné ce que ça a donné. C'est surtout les enseignants, parce qu'on connaît le nombre d'enseignants qu'il y a sur le territoire national, on connaît le nombre d'élèves qui sont en âge de voter, et vous voyez les parents d'élèves, donc il sait trouver les moyens. Il est très intelligent et il passe dedans, et quand il veut aller jusqu'au bout, il est allé. C'est pour ça que tout le monde a été étonné qu'en 96, et il a cherché aussi qui peut. Oui, à défaut d'être roi, il devient et il s'est dit, il faut tout faire pour aller ramener Mathieu Kérékou. Il est le seul en ce moment-là qui peut. Donc voilà l'intelligence de l'homme. C'est ça. Mathias Sossou, on retient globalement que Albert Tévois-Edjere, c'est un animal politique, peut-être un serpent politique, c'est ça? Non, ce n'est pas un serpent. Voilà. Parce que le serpent ne fait que mordre. Bon, voilà. Pourquoi on lui a donné le nom de renard? Bon, avant, c'est le Nadja national que on connaissait sous ce nom, mais Tévois-Edjere lui a ravi la vedette. Vous parlez de Bruno Amoussou. Oui. Tévois-Edjere lui a ravi la vedette. Et Tévois-Edjere, c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il se bat. Il ne sait pas, il ne connaît pas d'ennemi. Tu peux être son ennemi. Quand il veut l'avoir, c'est avec toi que la chose se trouve. Il fait tout pour devenir ton ami. Vous vous rappelez l'histoire de l'appel de Porte-Noire où il dit mon frère Albert vient. C'est Albert Tévois-Edjere qui a encore sorti cette phrase-là en 1995, quand il faisait les campagnes pour faire revenir le président Kérékou pour pouvoir. Mais il faut reconnaître que Adrien Mbedji a été en quelque sorte une sorte de barrière pour l'émergence de Tévois-Edjere sur le plan politique. Parce que, vous savez, les deux hommes qui se retrouvent dans un département où ils doivent partager chacun de son côté, tout faire pour avoir de son côté l'électorat. Ça fait que, souvent, quand Tévois-Edjere était candidat en 91, Mbedji également, les deux vont se partager d'abord l'électorat de Louémé avant de commencer à glaner pour les autres départements. Ça fait que Tévois-Edjere est arrivé un peu plus en avance sur lui. Et après Soglo, au premier tour, Kérékou,
et c'est Tevoa Idré qu'on trouvait. Il se dit, mais écoute, si Tevoa Idré n'était pas là pour lui barrer la voie, il pouvait être président en ce moment-là. Ça fait partie des griefs que Tevoa Idré garde contre le président Mbedji jusqu'à sa mort, si on peut le dire ainsi. Ça fait que vraiment, Tevoa Idré a trouvé, en tout cas sur son chemin, un garçon qui lui barre souvent la voie. Et bon, quand il a réussi à s'éclipser, à ne plus être candidat, et c'est Mbedji a pris la place. Tevoa Idré n'est pas resté les bras croisés également. Malgré qu'il n'a plus la posture la possibilité de se présenter candidat à l'élection présidentielle, il essaye quand même de trouver un poulain qu'il place sur le chemin pour barrer la voie à ses adversaires. Bon, on ne dira pas que Mbedji est son adversaire, mais c'est quand même, il y a quand même le pouvoir qui les opposait. Ils ont chacun des objectifs à atteindre. Et ça fait que souvent, Mbedji et Tevoa Idré ne restaient pas ensemble, ne se retrouvaient pas. La seule fois qu'ils se sont retrouvés, ça a duré juste le temps d'un feu de paille sous la Mata. C'est en 96, voire 98. Il a contraint Mbedji à quitter le gouvernement dans lequel il est resté jusqu'à... En tout cas, il est resté du côté de Kérékou jusqu'à son départ. Je ne l'ai pas vu une fois critiquer les actions de Kérékou sur la scène publique pendant les 10 ans que Kérékou a passé. Et s'il y a quelqu'un qui a fait mal, et quelqu'un, sinon une famille, qui ne doit jamais oublier Albert Tevoa Idré, même après sa mort, je crois que c'est les Soglo. Parce qu'il a été beaucoup dans la chute des Soglo pendant la période que nous avons connue dans ce pays. C'est quelqu'un, il n'a pas du tout pardonné. Ce jeu que le président Soglo lui a fait. Mais écoutez, il y a aussi que Tevoa Idré est quelqu'un, quand l'a dit tout à l'heure mon ami Gandao, il vaut mieux la voir avec soi que de la voir contre soi. Tevoa Idré, à la première législature, à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a sorti cette affaire de 10 millions pour aller soigner Madame Rosine à l'extérieur. C'est cette affaire qui a fait toller. Bon, la jeune génération ne peut pas comprendre. Ne connaît pas justement. Mais c'est quand même quelqu'un qui a marqué sur tous les plans, quand même, qui a marqué son passage. Avant de revenir à vous, Eloge Gandao, on parlait tout à l'heure de presque cet antagonisme entre Tevoa Idré et Adrien Mbedji. Ça a eu lieu, enfin, ça a sauté aux yeux, et les uns et les autres ont parlé de ça. Mais Constant, avez-vous aussi fait ce constat-là? Absolument. Et tout à l'heure, Eloge disait, ou Maître Robert Dossou parlait de la lutte que Tevoa Idré avait menée en tant qu'étudiant avant les années 60. Vous voyez, et Mbedji aussi était un jeune étudiant dans le temps. Lui aussi, il avait ses ambitions également. Donc, et ils sont tous de la région, de la même région. Et vous voyez, tel que le DP Sossou l'a dit tout à l'heure, après la conférence nationale, à la conférence nationale, Albert Tevoa Idré se disait, ce que j'avais raté, c'est l'occasion pour moi de revenir devant de la scène et de l'obtenir. Et très habilement, il a accepté ne pas être Premier ministre, il a su faire le jeu parce qu'il a toujours anticipé. Albert Tevoa Idré, dans l'histoire, si vous retenez bien, je faisais souvent le constat, tout ce qu'il a dit que ça va arriver 3 ans avant, ça arrive toujours. À 3 ans, quand il dit c'est telle chose qui va arriver, c'est ça qui arrive toujours. Au moins 3 ans avant, il prédit, ça arrive. Donc, il s'est anticipé. Et ce conflit, vous voyez, au premier jour de l'indépendance, on a dit Tevoa Idré était déjà au gouvernement. Vous voyez, et il était au gouvernement de Maga. Ce qui ne devait pas faire plaisir à certaines personnes, surtout du côté du Apiti, qui aussi a mené beaucoup de luttes, qui a été gouverneur déjà dans les années 50, était gouverneur du Dahomey, près du gouvernement français. Vous voyez, donc il était déjà comme président de la République. Maintenant que l'indépendance est arrivée,
Akwiti se disait que maintenant, il devrait être confirmé, ce qui n'a pas été fait. Donc, à la conférence nationale, Akwiti n'étant plus là, Adrien Mbedji se retrouve face à Albert Tevoidjere et la guerre de leadership s'installe. Et Mbedji a très tôt fait de se griffer sur les cendres de Akwiti, qui a été leader de l'OME, en prenant le PRD. C'était Parti démocratique, Parti républicain démocratique, un truc comme ça, et Soumengan Akwiti. Et lui, il a pris Parti du renouveau démocratique. Vous voyez, et quand il est monté sur cette pente, Tevoidjere a été surpris de le voir récupérer l'héritage. Parce que quand on dit PRD, c'est une religion pour certains dans l'OME. Donc, il a récupéré ça. Ça ne peut jamais faire plaisir à Albert Tevoidjere. Et je crois que ça fait partie, c'est cette lutte qu'il y avait entre Tevoidjere et Akwiti dans le temps, parce que Tevoidjere était du côté de Hubert Manga. C'est ça qui est revenu au temps du renouveau démocratique entre Tevoidjere et Adrien. Oui, deux secondes pour ajouter à ce qui faisait quand même des rivalités entre Tevoidjere et Mbedji. Vous savez, dans les années 90, bon, après l'exil, Mbedji lui s'est retrouvé au Gabon. Il a travaillé un peu, ils ont eu de l'argent. Donc quand ils ont lancé les formations politiques en 90 là, et il y a que l'autre côté, avec les Mbedji, il y avait les moyens financiers, il y avait tous les hommes d'affaires, presque de Portono qui étaient de ce côté. Mais Tevoidjere, lui, il s'est réduit à son verbe. Donc, lui, il faisait la politique pour convaincre, alors que ce n'était pas ça. Le Béninois est quelqu'un qui est attaché un peu aux moyens pécuniaires, en tout cas. Ça fait que quand les Mbedji tiennent leur meeting, ça passe seulement et puis il convainc, il s'en va. Mais Tevoidjere, lui, il est là à parler, à convaincre les gens. Ce qui a poussé un vieux de Porto Rico qui est allé à dire Albert, politique et tout est au lent. Ta politique est lente parce que quand l'autre passe ici, il ne parle pas comme ça avant de se décider. C'est rapide, c'est vite fait. Alors que lui, il vient, depuis qu'ils sont là, il ne fait que parler pour leur faire, en tout cas pour leur faire savoir l'importance de ce politique tout est au lent. Il se décider. Il attend que les plus là pour. D'accord. Bien, on parlait tout à l'heure de cette fameuse annonce. On sait que, par exemple, je vais faire un parallélisme. Le gouvernement actuel a annoncé la construction de 20 000 logements sociaux. Ça a suscité beaucoup de polémiques. Albert Tevoidjere, en son temps, annonçait la création de 20 000 emplois. Et on a trouvé ça peut-être utopique. Quelle place occupe, par exemple, ces genres d'annonces de l'homme dans son parcours, Eloge Ganaho? Mais tout à fait, vous savez, il est très très intelligent. Et excusez-moi, la ruse est là. La ruse politique. Ça encore, c'est un mot très fort. Hein? Très fort. Et c'est pas pour rien que Mathias tout à l'heure parlait de Renard, on a parlé de Renard de Diakotomé, avec Bruno Amoussou. Mais vous voyez, à l'époque, dans les journaux, on écrivait ça beaucoup. À l'époque, dans les années, début des années 2000, n'est-ce pas, on le prenait comme le Renard de Djeregbé. Le Renard de Djeregbé. Parce que lorsqu'il a un objectif, il se donne les moyens pour l'atteindre. Il utilise les moyens qu'il faut pour l'atteindre, n'est-ce pas? Et c'est aussi un harangueur. Il est éloquent, il a le verbe. Et comme l'a dit tout à l'heure Constant Yawedewu, lorsqu'il est contre vous, d'accord, il vient, il n'utilise pas la violence. Mais même de manière pacifique, il arrive à vous atteindre. Il sait haranguer la foule, il sait ce qu'il faut toucher, il connaît, il identifie les cibles, il se donne les moyens et il essaie de les mobiliser pour sa cause. Ça a été le cas. Voyez-vous, cette affaire de 20 000 emplois, il est devenu ministre. À l'époque où il en parlait, vous savez, le problème de l'emploi se posait avec acuité. Déjà même dans les années 88, 89, où il y a eu la crise au Bénin ici, la crise avec le PCD, le Parti communiste du Dahomey, qui faisait rage, d'accord, et où on parlait avec le président Kérékou des, comment dirais-je, des anarcho-gauchistes, des anarcho-gauchistes, des étudiants mobilisés qui n'étaient pas d'accord avec le régime d'antan de la période révolutionnaire, Mathieu Kérékou, qui se mobilisait avec la Boubacar Baparapé, Thérèse Ouangwa et autres, tout ça là, qui le combattait, que le président Kérékou considérait comme un groupuscule
d'étudiants anarcho-gauchistes, voyez-vous, le problème d'emploi se posait avec acuité. Et par la suite, avec les implications du FMI, du Fonds monétaire international, avec le problème d'ajustement structurel, c'était très dur. Et il est arrivé à un moment où les salaires n'étaient plus payés. Vous vous rappelez très bien. Évidemment. Les grèves à ne point en finir, Oui. ce qui a conduit à la conférence nationale. Voyez-vous, donc, Tevo Idré, comme je le dis, avec sa ruse, tout ça, il savait jouer sur la carte, il savait jouer. Il savait que le problème d'emploi se posait avec acuité. Et ce qui peut attirer, ce qui peut inciter les jeunes, n'est-ce pas, à se mobiliser autour de sa cause et aller dans le sens où il veut. Voyez-vous, il a réfléchi à tout ça, il a sorti cette affaire de 20 000 emplois. Mais que ses adversaires très tôt criaient, mais on veut 20 000 emplois, tout ça. Ou est-ce que, comment peut-il le réaliser? Avec quels moyens? Comment peut-il parvenir à faire ça? D'accord? Mais dans la réalité, il n'y a pas eu ces 20 000 emplois-là, mais c'était beaucoup plus politique. Il avait un objectif à atteindre. Oui. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, on résume, il faut résumer pour dire que, attention, Tevo Idré, qui a réussi à faire partie le président Soglo, en 1996, là, c'était comme pour dire, il ne doit plus revenir aux affaires. Pendant qu'il luttait pour ça, le président Soglo ne doit plus revenir aux affaires. Dans le même temps, Adrien Goumbedi, qui était là, qui avait des ambitions aussi, se disait, voilà, un adversaire à combattre. Il combattait les deux. Nous avons dit tout à l'heure que la cohabitation a été difficile. À l'intérieur du gouvernement de Kérékou 2, ça a été difficile au point où Goumbedi a été obligé de démissionner. Il a fait cette bataille-là. Et rappelez-vous, Soglo n'a pas croisé les bras. Vous savez que Soglo a été candidat par la suite. Quand Kérékou a fini ce mandat-là, je crois en 2001, il était de nouveau candidat à l'élection. Et Goumbedi était candidat, de même que le président Soglo. Oui. Mais Albert Tevo était resté dans le jeu. Donc ce n'était pas faux quand Robert Dossou disait tout à l'heure qu'il était devenu faiseur de roi. C'est ça. Il a joué le jeu et Kérékou a pu renouveler son mandat. Kérékou est revenu aux affaires. C'est ça. Donc ça a été la suite jusqu'en 2006, où très rapidement, comme il a dit, depuis 3 ans d'avance, il annonce, quand il a compris que Kérékou doit partir, je crois qu'il a tout mangassé, il était dans les manœuvres, avec encore le nouveau qui doit venir, le président Boni Yayi. Boni Yayi, oui. Donc on ne peut pas parler de l'avènement au pouvoir du président Boni Yayi en 2006 sans parler de Albert Tevo Idré, qui était également dans le jeu. Dans le jeu. Bon, on va aussi écouter d'autres cadres, d'autres personnalités de ce pays. Vous verrez par exemple Pascal Todjinou et d'autres personnes témoigner sur Albert Tevo Idré. Ils ont été aussi interrogés par nos équipes dépêchées par la rédaction de télé. L'immensité de son savoir, de sa connaissance est telle que c'est une scienture mondiale. L'une des choses que je retiens le plus du professeur Albert Tevo Idré, c'est son investissement humain pour le dialogue interreligieux. Et en cela, c'est un homme de paix, et en cela, c'est un visionnaire. Et pour que la religion puisse accompagner la paix et le développement, il faut nécessairement qu'il y ait un dialogue interreligieux intelligent et fécond. Nous l'avons rencontré dans le cadre de la recherche de solutions pour une élection inclusive. Il nous a donné beaucoup de conseils des sages. Mais nous l'avons trouvé effectivement fatigué, très fatigué en ce moment-là. Je suis au regret d'apprendre qu'il est passé de vie à trépas. Ce que je retiens de cet homme, c'est un grand homme. C'est un homme très dense, un homme particulièrement dense, un homme qui imagine très facilement les réponses qu'il faut pour des circonstances bien données. Cet homme est impressionné par son vocabulaire et par son éloquence et surtout par sa volonté inébranlable d'impacter les réalités au quotidien de la gouvernance dans notre pays. Ce qui aujourd'hui nous paraît encore comme un besoin, une nécessité importante au moment où il est en train de partir. Nous sommes comme en train de le chercher. D'ailleurs, dans les remarques que nous avons pu faire autour de lui, nous avons cherché à édifier la mise en place d'un dispositif sur les urgences nationales. Il nous avait beaucoup conseillé sur la nécessité de prendre la situation en main et que la responsabilité soit une responsabilité nationale. Par son parcours au niveau du dialogue interreligieux également, nous voyons combien il a pu mettre en place un dispositif qui recherche et qui cultive la paix. Ce qu'il a laissé de fondamental et qui me meut moi à chaque fois parce que j'étais un peu proche de toutes les questions quotidiennes et qu'il élaborait autour du principe de la paix. Et c'est dans ça que j'ai travaillé.
Il a même eu à me décerner une délégation de pouvoir d'ambassadeur, le représentant dans des situations des forats, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de parler de la paix, lorsqu'il s'agit de faire de la médiation. J'ai compris à travers cet illustre homme qui vient de disparaître qu'il fallait vraiment des gens comme ça pour servir la boussole à des nations. Franchement, son parcours universitaire, c'est indescriptible. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il est connu d'un peu partout au niveau de l'Afrique et dans le monde entier. Voilà, c'est un propos recueilli par Elie Adjiran. Voilà, Elie Adjiran a fait parler ces citoyens béninois là. Alors, Mathias Soussou, est-ce que vous avez l'impression, après avoir suivi ces cadres, que les cadres béninois maîtrisent l'homme? Bon, tu sais, c'est quand même bon que quand des gens de cette trempe-là décèdent, et que les citoyens se prononcent, mais évitons les jeux de cache-cache. Personne d'entre eux n'a pu dire ce que lui sent de mauvais du côté de Tevo Edjelé. C'est comme chez nous où quand quelqu'un disparaît, on ne fait que chanter son éloge. Alors que tout homme a des défauts. Alors que tout homme a des défauts. Bon, eux, je comprends leur situation. Oui, peut-être qu'on ne peut pas gâter l'ambiance. Ils ne peuvent pas gâter l'ambiance, mais il faut reconnaître quand même que c'est quelqu'un qui doit être aimé de tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il a pu faire pour ce pays pour qu'on le déteste après sa mort. C'est quelqu'un, c'est un digne fils du Bénin. On doit parler de lui comme on parle de Béhanzin aujourd'hui un peu partout. C'est un travail très remarquable qu'il a abattu. D'abord un travail intellectuel et très éloquent qu'il a abattu pour ce pays. Donc il y a de quoi que les différents citoyens l'apprécient à sa juste valeur. Constant Yawedeou. Oui, Tevo Edjelé c'est toujours donner la chance de se faire apprécier. C'est qu'il faut s'approcher de l'homme. Et il sait aussi utiliser les moyens qu'il a à disposition pour atteindre. Je dis sa formation en éloquence, en art, en rhétorique lui a beaucoup servi. Et le DP Ganaro parlait de 20 000 emplois qu'on n'a pas trouvés. Et je crois que Albert Tevo Edjelé a quand même fait une démonstration pour quelqu'un qui a travaillé à ce niveau-là au Bureau international du travail. Il faut faire très attention avec lui. Parce qu'il dit, qu'est-ce que vous appelez emploi? Vous travaillez, vous avez la rémunération conséquente pour survivre. C'est tout. C'est d'abord ça. Mais tout le monde ne peut pas rester dans le bureau. Donc, avec le renouveau démocratique, nous avons commencé par faire les pavés. Et il a dit, mais allez voir, puisqu'on a imposé avec AGETU la haute intensité de main-d'œuvre. Donc, les machines ne creusaient plus. Il dit, allez voir sur les chantiers, comptez le nombre de gens qui sont en train de travailler, qui ne travaillent pas gratuitement. Bon, et je fais le parallélisme pour dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de revenir. C'est la réalité, à cette réalité que le président Talon est en train de nous amener. Pour dire, c'est fini à faire de je travaille pour 30 ans dans cette société, je m'engage pour aussi. Non. En Europe, c'est comme ça que les gens travaillent. Tu travailles ici, dès que tu n'as plus tes compétences là, tu vas là-bas. Seulement que la sécurité sociale, ils sont assez rigoureux sur la sécurité sociale. Et vous piochez, et vos 30 ans sont arrivés, vous avez la retraite. Donc, même des ouvriers devraient pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que je dis, il s'est anticipé. C'est le monsieur qui s'est anticipé. Donc, il s'est déjà dit, depuis ce temps, depuis bientôt 20 ans, il nous a déjà dit la manière dont nous devons nous comporter sur le plan de l'emploi pour pouvoir régler ce problème. Il nous a déjà dit, cessez de penser que vous aurez des bureaux pour avoir des climatiseurs et bic en main pendant 30 ans pour avoir la retraite. Donc, c'est pour dire que Tevo Edjelé, c'est qu'il faut le pratiquer. Le jour, moi, je l'ai rencontré une fois dans une banque de la place. Le premier qui l'a salué, c'était un jeune. Nous, on était assis, un jeune qui l'a vu. Il a dit, bonjour, monsieur le ministre. Il a dit, jeune homme, comment ça va? Comment tu te débrouilles?
ça va, tu arrives à te... Il a laissé là où il allait et il a pris le jeune. Et nous, on était tous assis et il a commencé son discours avec le jeune, même temps pour lui dire, tu as de l'avenir. Non, la démonstration nous avait tous séduits. Donc, il sait saisir les occasions pour convaincre. Donc, si on ne le pratique pas, on ne peut pas trop le découvrir. C'est pour ça aussi que beaucoup le détestent. Et le connaissant, un jusqu'au boutiste sur des événements bien précis, de loin, on est obligé de ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Il a son caractère, on ne peut pas lui refuser, mais c'est un homme de vision, c'est un homme qui sait se faire confiance. Ce que je voulais ajouter. Très bien. Bon, moi, il y a des événements qui nous ont marqué, qui marquent l'histoire, puisque nous sommes là pour en parler, pour la jeune génération, ceux qui n'étaient pas nés en 1960. C'est vrai, nous étions nés, mais nous étions très jeunes, je veux parler des années 60. Moi, je n'étais pas né en 1960. Je n'ai pas connu la première année de l'indépendance, mais dans les années 60, j'étais déjà né. C'est ça. Il faut qu'on en parle, il y a des événements qui ont marqué son passage. Et ici, nous saisissons ce canal pour dire que, vous savez que Tevoa Idré a été le promoteur du Centre panafricain de prospective sociale, n'est-ce pas, qui pendant des années a consacré son travail à la recherche, à la formation et à l'exécution des programmes de développement socio-économique. Ça ne concernait pas que le Bénin, mais toute l'Afrique. Ça a été un événement très important. Ça fait partie de ces jours, on doit en parler. On doit dire également, vous savez, qu'il fut le premier médiateur de la République au Bénin ici, dès les années 2006. Avec le président Boni Yayi. Avec le président Boni Yayi. Même s'il n'a pas fini complètement l'œuvre, mais il a orienté ses efforts dans le sens du règlement des conflits domaniaux, la crise au sein de l'église protestante, vous le savez très bien, les problèmes au niveau de l'université, les compositions au niveau de l'université, il y a tout ça, il faut aujourd'hui en parler pour que nous disions que c'est bien qu'il soit immortalisé. Mais en dehors de cela, il a eu de grandes idées. Nous ne pouvons pas quitter ce plateau sans parler de ce qu'il a prôné, ses efforts pour le dialogue interreligieux. C'est ça. Il parlait même du dialogue islamo-chrétien, compte tenu des problèmes importants, des problèmes préoccupants que nous vivons actuellement dans ce monde-là. Depuis cette époque-là, vous savez, on parlait du terrorisme, on parle de l'insécurité dans le monde, en Afrique et partout. Il dit, mais écoutez, au lieu de recourir à la force, au lieu de faire recours à d'autres moyens, au lieu de choisir d'utiliser la violence pour répondre à la violence, est-ce que ce n'est pas mieux d'orienter les efforts dans le sens d'un dialogue qui rassemble musulmans, chrétiens et autres, tout ça là, pour rechercher des solutions? Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de développement. Il a dit, et au nombre de ses ouvrages, d'accord, des nombreux ouvrages qu'il a écrits, il y a un ouvrage intitulé « La pauvreté et richesse des peuples ». Voyez-vous, ça paraît un peu bizarre. La pauvreté, richesse des peuples. Pour dire, écoutez, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Le mot qu'il a utilisé lui-même. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Même si nous sommes pauvres, mais nous pouvons, n'est-ce pas, avec le peu de moyens que nous avons, n'est-ce pas, travailler, partager, l'idée de partage, puisqu'il a souligné tout à l'heure, il a fait le séminaire, il est très croyant, il dit que non, écoutez, nous devons nous-mêmes être convaincus que nous pouvons réussir et partager ce que nous avons gagné avec les autres, les plus démunis. Et d'ailleurs, il a insisté, il a dit, écoutez, ça m'étonne que dans ce monde, en Afrique ici, aujourd'hui, face à tous les problèmes que nous vivons, nous continuons de constater que nous constatons que nous, Africains, nous, Béninois, nous avons trop le goût de la facilité. Le malheur de nos peuples, le malheur de nos pays, c'est le goût de la facilité. Nous voulons gagner, nous voulons réussir, mais facilement. C'est ça. Et il a dit, écoutez, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de succès sans le travail. C'est ça. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de succès sans le travail. Mettons-nous au travail, travaillons d'arrache-pied, et au bout du rouleau, nous allons avoir la richesse, nous allons nous-mêmes assurer notre bien-être. Jean de La Fontaine disait que le travail est un trésor. Mathias Sossou, Albert Tevoa Idré, un homme de paix, quelle évaluation faites-vous de sa contribution à l'enracinement de la paix au Bénin et dans le monde? Ce sera la dernière ligne droite de cette causerie. Tevoa Idré, homme de la paix.
C'est tout court. Ça résume tout ce qu'il a été dans sa vie, tout ce pour lequel il s'est battu. Aujourd'hui, la maison où il se trouve, tous les jours qui passent, il ne fait que penser la paix, au sens bien large du mot, parce que celui qui a réussi à organiser la conférence interreligieuse, celui qui dit que l'arabe, le musulman, le chrétien, le vaudou, tous ceux-là peuvent s'asseoir à la même table et discuter de comment il faut préserver la paix. Celui-là, c'est un apôtre. Et comme l'a dit, Théodore lui-même, il a dit, il ne lui manque plus rien. Il a dit qu'il a déjeuné avec le pape, il a déjeuné avec les plus grands hommes de ce pays. Et qu'est-ce qu'il lui reste? C'est de travailler en ce qu'il y ait la paix autour de lui, il y ait la paix dans son pays, et dans l'Afrique et dans le monde entier. Et il a bien travaillé à cela. Donc c'est un apôtre de la paix. C'est ça. Tout court. Très bien. Constant Yawede. Oui. Je crois que Albert Tévoadier est un don de Dieu pour le Bénin. Et vous savez, si il n'est pas, il a reçu une formation de séminariste et de missionnaire, et il n'est pas resté dans le monde, dans le cercle fermé de l'Église, et il est sorti, c'est pour aller propager la bonne nouvelle. Donc, et il a dit, je finis par le monastère, Frère Melchior. Donc, il est sorti de la maison de Dieu et il a fini sa mission, il est retourné à la maison de Dieu. Je crois que c'est en ça que se résume la vie d'Albert Tévoadier. Maintenant, sa mission a été quoi? Je crois que c'est ça qu'il faut capitaliser, parce qu'il ne faut pas rester seulement dans le couvent religieux pour dire que vous avez été utile. C'est une autre forme de missionnaire que le bon Dieu nous a montré en le sortant de là pour dire s'il reste là, sa mission ne serait pas accomplie. Lui n'est pas fait pour rester dans le cercle, sort et va faire ton évangélisation. Et on lui a donné les moyens professionnels, les atouts politiques qu'il faut pour le faire, mais comme il est sorti de la maison de Dieu, dans tout ce qu'il a fait, il a prôné la paix. Et il est retourné à la maison de Dieu pour aller rendre compte. Je crois que c'est une vie accomplie. Voilà. Oui, moi j'en finirai par dire trois choses qui m'ont marqué dans la vie de cet intellectuel béninois, de ce haut cadre béninois, de cet illustre personnage qui nous a quittés. Trois choses, j'ai dit. Au plan politique, nous avons dit qu'il a mené de longues luttes, plusieurs combats au niveau politique. Nous avons vu que c'est un homme de vision, de grandes ambitions politiques. C'est vrai, nous avons déploré par moments, n'est-ce pas, un côté négatif, où on dit par moments, il vient donner de mauvais coups, et lorsqu'il est contre vous, il se donne tous les moyens pour vous écarter, pour vous éliminer au plan politique. Mais qu'on le veuille ou non, c'est aussi ça, le vrai sens de la politique, n'est-ce pas? Il faut se combattre, il faut lutter pour se faire une place. Mais ce qui est bon est que ce combat-là, même s'il arrive, il y a orienté parfois contre des adversaires, qu'il puisse servir l'intérêt général. Donc cela, nous allons le retenir. Deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette idée qu'il a prônée, le dialogue interreligieux. Il n'est plus ici aujourd'hui, mais nous devons poursuivre l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons de vivre les affres, les horreurs du terrorisme et de l'insécurité dans le monde en Afrique. Lorsque le Mali, lorsque le Burkina Faso, lorsque le Niger et bien d'autres pays, n'est-ce pas, chaque jour, on continue d'enregistrer des centaines de morts. Je crois que c'est préoccupant et nous devons garder en tête qu'il faut poursuivre cette œuvre-là, cette idée de Albert Tévoadier. Et j'en finirai pour dire que la question de la paix, que mon confrère a évoquée, c'est important. Il faut que nous continuions de croire que nous devons poursuivre la lutte pour la paix pour que le développement puisse être une réalité dans ce monde.